Retour sur le plateau du grand format à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Les enjeux sont multiples et les attentes des populations particulièrement fortes. Après 10 jours de campagne électorale, l'heure est désormais aux analyses dynamiques des candidats, mobilisation des électeurs, crédibilité du scrutin et perception internationale du processus démocratique béninois. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau l'ambassadeur Francis Gabriel Oké, ancien chef de la division assistance électorale et ex-représentant permanent de l'organisation auprès de l'Union africaine. Il a été pendant près de 20 ans au cœur de l'organisation et du déploiement des missions d'observation électorale en Afrique de l'Ouest. Avec lui, nous allons décrypter les enjeux de cette élection présidentielle, analyser le déroulement de la campagne, nous interroger sur le taux de participation attendu et passer au crible les projets de société des deux duos candidats. Il va nous livrer également son regard sur le bilan du président Patrice Talon et sur les capacités du candidat Romia Douadaï. Enfin, alors qu'une mission d'observation de la CEDEAO est actuellement déployée au Bénin, notre invité va nous expliquer son rôle, son fonctionnement et l'importance de ces dispositifs dans la consolidation de la démocratie. Ambassadeur Francis Gabriel Oké, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes par ailleurs conseiller principal Afrique du Centre européen pour l'appui électoral. Votre parcours en matière de gouvernance électorale dans la sous-région est impressionnante. Et puis, le Bénin doit être sans doute fier de vous. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, à quelques jours de l'élection présidentielle au Bénin, quel regard portez-vous justement sur le climat politique actuel au Bénin ? Merci de m'avoir donné cette occasion pour m'exprimer sur le climat politique actuel au Bénin. D'entrée de jeu, je vais d'abord voir le climat politique au Bénin ne peut être apprécié sans tenir compte d'où nous venons. Si vous prenez le climat politique qui a existé dans notre pays de 60 à 72, nous avons connu une certaine instabilité politique qui a caractérisé notre pays, et ce qui a conduit à la révolution de 1972 où nous avons connu une stabilité politique due au régime marxiste-léniniste. Mais cette stabilité a connu ses limites, et en 1990 il y a eu la conférence nationale, d'où le renouveau démocratique. Et c'est de là que le multipartisme intégral, la démocratie, a vu son application dans notre pays dans sa version la plus originale. Alors, de 90 à 96, nous avons eu un président qui était décidé à modifier les habitudes, à reconstruire le pays parce qu'il avait hérité un pays en pleine catastrophe. Il s'est mis au travail, mais le même politique, les mêmes politiciens qui l'ont ramené, l'ont descendu en 96, parce qu'il y avait de la rigueur, parce qu'ils voulaient mettre la rigueur dans la gestion. Et l'ancien président Kérékou est revenu, a fait 10 ans, et pendant ces deux mandats, c'était relax, et chacun pouvait faire ce qu'il veut. Donc, ensuite, nous avons eu un président technocrate qui a suivi et qui a commencé par mettre de l'ordre pendant le premier mandat. Le premier mandat, et je pense que lui-même, il s'est mis au travail. Et les mêmes politiciens l'ont encerclé pour le second mandat. Et d'où nous venons en 2016 maintenant. Voilà un président qui a tiré le leçon de tout ce qui s'est passé depuis 60 et de toute cette trajectoire que nous avons traversée pour maintenant imposer et donner une autre ligne. Et c'est pour ça qu'en 2016, la ligne était la rupture. Personne ne se pose la question, c'est rupture par rapport à quoi? C'est rupture par rapport à nos habitudes et correction de nos habitudes pour pouvoir relancer le pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que nous sommes en train de vivre une période électorale inédite, un contexte électoral inédit, où c'est la première fois que vous voyez que 2 candidats au premier tour.
Ça doit nous interpeller. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour une élection transparente, inclusive et apaisée? Qu'est-ce qu'il faut pour une élection transparente? Il faut des institutions, il faut un cadre légal, il faut des institutions, ce qui existe, les institutions existent et chacune fait son travail. Et il faut des lois, les lois ont été votées à l'Assemblée, quelle que soit l'explication qu'on se donne ou l'interprétation ou les inquiétudes que les gens ont eues en ce moment à l'Assemblée, dès lors que la loi est votée, elle s'impose à tout le monde. Donc aujourd'hui, je peux vous affirmer que les conditions pour une élection apaisée sont réunies dans notre pays. Alors, et comment vous observez le déroulement donc, de la campagne électorale qui, on va dire, nous sommes au 10e jour aujourd'hui de la campagne électorale? Oui, nous sommes effectivement au 10e jour de la campagne électorale que je suis en train de suivre depuis. Et je pense que la campagne électorale, son déroulement doit être apprécié à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'organisation des institutions qui sont chargées d'encadrer cette campagne. Et de ce point de vue, nous pouvons féliciter la RAC qui a identifié des sujets précis à chaque passage d'un candidat. Ça ne se passait pas ainsi. Donc, chaque candidat doit se prononcer sur des sujets qui tiennent à cœur les citoyens de notre pays. Ça, je pense que c'est une avancée. Nous avons une commission électorale autonome qui s'acharne parce que il faut reconnaître quand même que cette commission n'est pas à sa première expérience. Il y a eu des techniciens qui ont rompu à la tâche, qui s'attachent à mettre tout en œuvre pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Ensuite, il y a les citoyens. Les citoyens, je pense que les citoyens suivent les candidats de leur choix. Les citoyens suivent les candidats de leur choix et chaque citoyen et chaque candidat donne son message. Et les meetings, jusque-là, nous n'avons pas constaté qu'il y a eu de clash entre des manifestants d'un candidat contre d'autres. Donc, et ça, c'est des trucs qu'on remarquait avant, à des sourcils, il y a quelques années. Mais je pense que cette fois-ci, et chaque militant, chaque citoyen suit le candidat qui veut, participe au meeting. Et il y a quelque chose, il y a un aspect que nous devons mettre en exergue, c'est le fait que les professionnels d'organisation de meetings dans les quartiers qui se font des représentants du quartier et prennent les sous chez les acteurs pour mobiliser, je pense que cette histoire a été mise de côté puisque le poids de l'argent quand même a été réduit, même si les gens continuent de réclamer et que l'argent circule pendant la campagne. Je pense que c'est une bonne chose que le poids de l'argent soit diminué. Parce que un pays comme le Cap-Vert, par exemple, et quand vous leur demandez quand vous demandez à la commission électorale s'ils n'ont pas peur que les électeurs soient corrompus ou que même leur personnel électoral soit corrompu, ils vous demandent mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Ça veut dire que l'argent a été démystifié dans le processus électoral dans ce pays et je pense que c'est ce que nous essayons de vivre. Ce n'est pas encore parfait, mais je pense qu'aujourd'hui, les citoyens y vont de leur propre gré. Et même si on leur donne le transport, bon, c'est possible. Mais ce n'est plus comme avant où l'argent est la raison même de la présence des citoyens dans les meetings. D'accord. Le taux de participation est souvent un indicateur clé donc, dans la vitalité démocratique. On va dire, quelle analyse faites-vous de la mobilisation des électeurs? Oui, ben, la mobilisation des électeurs, mon analyse, je pense que au début de la campagne, c'était un peu timide. Mais de plus en plus, vous voyez qu'il y a une montée en puissance et je suis sûr que la semaine prochaine, le ton sera encore plus élevé que cette semaine. Et chaque candidat essaie de diffuser son projet de campagne et des éléments clés qui concernent les citoyens et dans leur zone, vous allez voir que les candidats spécifient leur discours par rapport aux zones ou aux villages dans lesquels ils vont.
Je vois des candidats qui, quand ils arrivent dans une zone, ils disent « Votre zone, vous êtes plus avancé dans telle culture ou dans tel domaine, si c'est le domaine touristique ou le domaine agricole. Donc, nous allons essayer de vous renforcer, la productivité dans ce... » Donc, je pense que les candidats, les discours sont très techniques, économiques. Il n'y a pas une différence d'idéologie de fond, mais une différence d'approche. Des problèmes que vivent les électeurs. Et quelles pourraient être les conséquences d'une faible participation sur la légitimité du futur président? Oui, et concernant la faible participation, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui permettent de percevoir la conséquence. Oui. Donc, parce que une faible participation peut être due à un manque de sensibilisation des électeurs. La faible participation aussi peut être due au fait que les électeurs se disent, bon, ben, on connaît déjà le gagnant. Comme on dit souvent en Afrique, que quand on organise des élections, on connaît déjà le gagnant avant les élections. Donc, dans ces cas, ça peut démotiver le citoyen. Le citoyen aussi peut ne pas participer parce qu'il ne se retrouve pas dans le programme des candidats ou dans ce que développe le message des candidats. Voilà. Mais moi, je pense que la qualité de la participation doit primer sur le nombre de participants, parce qu'on peut avoir une masse de participants qui ne comprennent même pas les projets, mais qui sont sortis voter massivement parce qu'il faut voter. Ouais. Maintenant, la qualité de ceux qui sortent doit être la raison de nos analyses. Et je pense que, en dehors de ça, le taux de participation, quand même, en Afrique, si il est faible, c'est un sujet de préoccupation pour l'électeur lui-même, parce qu'il ne se sent pas trop confortable. Et ça donne des raisons aux perdants de le critiquer sur la base du faible taux de participation et qui n'est pas élu et qui n'a pas la légitimité confortable pour exercer. Je profite pour vous donner un exemple. Nous étions au Ghana aux élections et je suis parti au nord du Ghana observer et j'ai vu une nette différence entre les infrastructures que je vois de route qu'on voit à Accra. Mais on ne dirait pas qu'on est au Ghana. Et j'ai appelé le conseiller du spécial du président. Et je lui dis, mais vous n'avez rien fait dans cette zone. Et il dit, mais ces gens-là, ils ne votent pas pour nous. J'ai dit, mais vous êtes là pour tout le pays, pas pour des gens qui votent pour vous. Il dit, mais c'est parce que tu n'es pas politicien, c'est pour ça que tu dis ça. Juste pour vous faire rire. D'accord. Donc, on va voir un peu donc, le contenu donc, des projets de société, donc des deux duos en lice pour la présidentielle. Quel regard portez-vous justement sur les différentes propositions? Oui. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que les propositions ne sont pas basées sur une différence idéologique. Oui. Ça, je pense que la majeure des partis des Béninois seront d'accord avec nous. Maintenant, chacun attaque les problèmes selon son approche. Alors, d'un côté, vous avez un candidat qui estime qu'il faut être plus proche des électeurs et qui estime que lui, il ne va pas nous construire un hôpital 5 étoiles, par exemple. D'un côté, vous avez un candidat qui tient un discours de continuité. Et sur ce point, je voudrais m'arrêter pour dire le discours de continuité a de la valeur quand vous vous basez sur un bilan qui vous arrange et qui est positif. Nous avons vu aux États-Unis, mais qu'est-ce qui a fait que Trump a été élu? Parce que les démocrates, durant leur mandat, ont offert le bilan n'était pas ce que attendaient les Américains. Donc, si vous êtes candidat d'une mouvance et que le bilan est positif, vous êtes confortable pour révéler tout ce qui a été fait durant votre mandat. Et c'est ce qui se passe d'un côté du candidat. Et l'autre estime que, il faut un changement. Bon, nous avons eu aussi des changements dans ce pays, mais personne ne dit quel est le contenu du changement qu'il apporte. Alors,
actuellement, les Béninois auront à choisir entre la continuité et le changement. Alors, et voilà, la continuité, le bilan, chaque Béninois fera son bilan à son niveau. D'accord. Et ceci pourra déterminer son choix le dimanche prochain. D'accord. Vous, personnellement, comment appréciez-vous le bilan donc, du président Patrice Talon pendant, on va dire, les 10 dernières années? Pendant les 10 dernières années, le bilan du président Patrice Talon, d'entrée de jeu, je peux vous dire, le président Talon, quand il envisage de faire quelque chose, il le fait. Il met tout en œuvre pour le faire. Alors, quand il a annoncé qu'après son second mandat, il se retire, personne n'a cru. La plupart des gens n'ont pas cru en lui. Même à l'extérieur, quand on m'interpelle, on me dit « Oh, mais tu es sûr qu'il partira ?» Je dis « Mais il a dit qu'il part, il partira. » Donc, aujourd'hui, nous voyons qu'il a pris les dispositions de son départ. Il a désigné un dauphin qu'il ne suit même pas dans la campagne. Il ne le suit même pas dans les campagnes. Je pense que tout ceci fait de lui quand même un homme d'État respectable. Et je l'avais déjà remarqué, parce que lors des sommets, les rares fois que le président Talon participe au sommet, je vois l'attitude des chefs d'État, de la plupart des chefs d'État, qui l'adulent presque. Et même à un sommet de l'Union africaine à Nairobi, mais nous étions là quand le président du Kenya a appelé le nom de notre président comme champion de la nutrition scolaire. Ce que nous-mêmes, Béninois, nous ne savions pas. Bon, donc, de ce point de vue, je pense que le bilan du président Talon est un bilan positif, d'une part, mais qui a quand même des éléments, parce que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Et lui-même, il a dit, il fera ce qu'il pourra. Et donc, je peux considérer que le président Patrice Talon a dessouché, a mis les bases pour que le développement du pays puisse avancer. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de démocratie sans arrimer au développement. On ne peut pas parler de démocratie sans développement aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des critères qu'il faut pour une démocratie. Il faut l'inclusivité, il faut la liberté d'expression, il faut ceci. Mais ces droits dont les citoyens ont besoin, mais c'est que les citoyens doivent se rendre compte qu'ils ont aussi des devoirs. Parce que quand on dit liberté d'expression, ça ne peut pas être une liberté à la livresse, ce n'est pas du liberticisme. D'accord. On sait que dans la sous-région, la sollicitation donc, du 3e voire 4e mandat donc, est devenue presque donc, la règle dans la sous-région. Le Bénin a fait encore exception. Est-ce que dans les régions, donc, dans les réunions régionales que vous organisez souvent avec d'autres chefs d'État, est-ce que l'exemple du Bénin a été suffisamment reconnu? Ah oui, bon, je peux vous assurer que l'exemple du Bénin, aujourd'hui, et quand on parle du Bénin, et les gens y réfléchissent deux fois avant de critiquer. Je peux vous donner des exemples. Dans mon bureau, les diplomates nigérians, quand ils viennent, et je leur dis que je suis béninois, ils disent, mais petit piment, ça veut dire qu'il y a un respect total pour notre pays aujourd'hui, et ce qui fait qu'il y a une certaine attraction. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes les rares pays d'Afrique à assainir nos finances publiques. C'est très important. Et quand vous assainissez vos finances publiques, vous avez une certaine crédibilité. Nous avons des travaux. Moi, je ne veux même pas me baser sur les infrastructures qui sont visibles. Mais le bilan du président Patrice Talon dans l'éducation, les derniers examens au bac, 75%. Est-ce que nous avons jamais connu ce taux d'admission, ce taux de succès? Parce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour que l'éducation devienne de plus en plus efficace. Regardez du point de vue du sport. Le sport aujourd'hui. Nous, depuis notre naissance, nous n'avons jamais vu notre équipe nationale passer le premier cap des tournois de la Coupe d'Afrique. Nous sommes allés jusqu'au quart de finale, quand même. D'accord. Il y a quand même des choses qui... Maintenant, je viens à la cantine scolaire. Oui. La cantine scolaire,
en milieu rural aujourd'hui. Nous sommes une référence. Les dispositions du président Patrice Talon sont une référence pour le programme alimentaire mondial. Quand j'ai rencontré le directeur Afrique du programme alimentaire mondial à Addis Abeba et qu'il a su que j'étais béninois, il dit « Your president is our champion ». Donc, pourquoi ne pas être fier d'entendre de ce genre de choses? D'accord. Ce bilan que vous présentez peut-il être un atout pour le candidat Romuald Wardani? Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un candidat qui se repose sur la continuité. Si le bilan n'était pas positif, il ne pouvait pas se poser là-dessus pour développer ses arguments. Donc, c'est tellement un atout que vous ne voyez pas, quand vous suivez attentivement les meetings du candidat de la continuité, il ne fait jamais référence à son challenger. Lui, il avance, il développe ses projets et ses actions. Tandis que l'autre, le candidat du changement, mais j'entends dire que oui, bon, des gens viennent à nous aussi, mais ceux qui vont vers les autres, c'est mercantile. Donc vous voyez déjà qu'il y a une différence dans l'appréciation et dans l'approche. Celui de la continuité, il sait qu'il a un bilan à vendre et c'est sur la base de ce bilan qu'il développe son programme et qu'il essaie de convaincre. Et un dernier élément, vous voyez les ralliements qui, au début du processus électoral de cette année, de cette élection présidentielle, il y avait des inquiétudes. Parce que on estimait qu'il y avait de l'exclusion, parce qu'il y a le plus grand parti d'opposition qui a été exclu, et selon les dires. Mais aujourd'hui, que constatons-nous? Aujourd'hui, le citoyen béninois se pose la question, est-ce qu'ils ont vraiment été exclus quand on les voit dans les mêmes meetings que le candidat de la continuité? Et ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. C'est un élément à prendre en compte et ça fait partie de l'exception béninoise. D'accord, on va parler des capacités donc, du candidat Romuald Wardani. Quel regard portez-vous justement sur le profil de l'homme? L'homme a un profil très technique et il a participé à la gestion. Il était au cœur de tous les dossiers financiers qui ont permis d'avoir un bilan quand même vendable. Donc, je pense que du point de vue profil, moi, je n'ai pas de réserve, sauf qu'il aura des défis à gérer, la gestion des hommes. Parce qu'il y a une multitude de soutien aujourd'hui, et dès qu'il aura le pouvoir, il faudra qu'il puisse s'imposer à tous ceux-là et qu'il puisse assumer une certaine cohésion. Comme le président Patrice Talon l'a fait. Parce que ce n'est pas facile de gérer les Béninois. D'accord. On va plonger maintenant dans votre marigot, ce que vous savez faire de plus, la gouvernance électorale, une mission d'observation au Bénin depuis quelques jours dans le cadre donc, de cette élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 12 avril prochain. Quelle est l'importance d'une telle mission dans un pays comme le Bénin? Oui, l'importance d'une telle mission, c'est que cette mission est déployée sur la base d'un protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, protocole auquel le Bénin a adhéré entièrement. Et donc, ce n'est pas la première fois que le Bénin reçoit une mission d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine, de SENSAD. Et en plus de ça, de ces différentes missions d'observation, nous avons des missions d'échange de bonnes pratiques. Et l'Association africaine des autorités électorales va déployer une dizaine de commissions électorales d'Afrique australe, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest dans notre pays pour venir s'imprégner des réalités électorales de notre pays et voir les bonnes pratiques qui peuvent... Donc, et ce genre de mission d'observation, c'est nécessaire pour assurer la crédibilité des élections. Les missions d'observation, c'est des missions qui sont témoins, qui viennent témoigner d'abord que le processus respecte le cadre légal du pays, ensuite que le processus respecte les standards internationaux et que les aspects de transparence, d'inclusivité
et de toutes les autres conditions de démocratie sont... Et quand nous parlons d'inclusivité, nous nous limitons seulement à l'inclusivité de toutes les forces politiques en présence. Mais l'inclusivité aussi doit prendre en compte les personnes handicapées. Parce que nous étions à un séminaire où, sur l'implication des personnes handicapées dans le processus électoral, où un albinos s'est levé pour dire oui, vous parlez d'inclusivité, mais nous sommes toujours exclus du processus électoral. Pourquoi? Parce que le processus, le jour du vote, c'est de 7h à 18h. Oui. Mais à cette période, nous n'avons pas une visibilité nette pour pouvoir aller voter. Mais aucun code, aucune disposition électorale ne nous prend en compte. Toute la salle était refroidie parce qu'on n'a jamais pensé à cet aspect. Oui, l'accessibilité également donc des centres de vote par l'accessibilité des centres de vote dans plusieurs pays, les dispositions sont prises pour que les bureaux de vote ou les centres de vote soient accessibles à tout le monde. Et je pense que les centres de vote au Bénin sont quand même accessibles. Il y a des zones difficiles d'accès pour les équipes, le personnel électoral, mais les dispositions sont souvent prises pour mobiliser les moyens de transport adéquats. Donc maintenant, c'est l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc, et ça, je pense qu'il faut une logistique spéciale parce qu'il faut des rampes, il faut faciliter leur accès. Mais pour les aveugles, les personnes, les malvoyants, je pense que les dispositions, la technique a évolué si bien qu'il y a des bulletins conçus spécialement pour eux. Et de ce côté, il y a eu une évolution notable. D'accord. Alors, vous avez été, je le disais, pendant près de 20 ans au cœur de ces missions d'observation électorale. Quel enseignement majeur tirez-vous de cette expérience? Oui, je pense que le premier enseignement que je tire, c'est que les missions d'observation, je pense que il faut qu'on aille au-delà. Mais la contrainte, c'est que il y a la souveraineté des États. Et l'organisation des élections, l'opération électorale est du ressort de l'État. Sinon, le fait, on nous reproche de plus en plus d'être témoins et de ne pas, dans nos conclusions, de ne pas aller au fond. Mais il faut reconnaître que c'est juste un échantillonnage et que les missions d'observation, normalement, pour une mission efficace, c'est pour ça que nous avions imposé en notre temps une mission à long terme, parce que les gens nous reprochent que nous venons à la veille et nous venons dire que malgré les irrégularités et tout se passe. Donc nous avons dit il faut déployer des experts plutôt pour faire des analyses de l'évolution, parce que beaucoup de choses se passent avant. C'est pour ça qu'actuellement la CEDEAO a des experts qui sont là pour en mission à long terme, pour revoir. Et de l'autre côté, nous avons aussi initié la mission d'évaluation par les pairs. C'est pour ça que des commissions électorales d'autres pays viennent aussi pour soutenir leurs collègues du pays et aussi pour attirer leur attention sur des aspects qui pourraient amener des litiges à la fin du processus. Avez-vous constaté une évolution dans la pratique électorale en Afrique de l'Ouest ces dernières années? Non, mais il y a une nette évolution. Aujourd'hui, même la liste électorale, elle est informatisée dans presque tous les pays. Et le problème de transfert électronique des résultats, c'est là qu'il y a un hic, parce qu'il y a eu une évolution, mais les tests n'ont pas suivi dans la plupart des pays. Si bien que certains acteurs politiques estiment que, par exemple, qu'il faut que la commission électorale attende le dernier procès verbal avant de publier les résultats. Or, de nos jours, avec l'Internet et tout, le même jour ou le lendemain, les résultats peuvent être connus. Mais il faut des dispositions légales pour permettre à la commission de passer outre
histoire de procès verbal et pouvoir donner le résultat provisoire. Donc, c'est un défi pour les États. Oui, c'est un défi pour les États et je pense que les dispositions seront prises pour pouvoir résoudre ça. D'accord, on va finir avec votre mot de fin, peut-être un message à l'endroit des acteurs politiques à une semaine donc de la présidentielle. À une semaine de la présidentielle, je pense que les acteurs politiques ont le devoir de parler sincèrement aux populations et pour qu'elles sortent. Parce qu'en Afrique, un bon taux de participation quand même rassure l'élu et le rend plus confortable et empêche le perdant d'avoir des arguments contre lui. Ensuite, un mot aux électeurs pour que nous sortions massivement pour aller voter parce que le vote, c'est l'expression de votre citoyenneté d'abord et c'est votre contribution. Le premier pas de votre contribution à la désignation de celui qui va vous diriger. Mais si nous faisons abstention, souffrez que ceux qui sont sortis aillent voter et qui sont allés voter soient fiers de celui qui sera élu. Donc moi je pense que mon mot de fin c'est d'inviter le peuple, les citoyens à sortir massivement pour aller voter et l'allure que prennent les campagnes et la montée en puissance la semaine prochaine, je pense que le taux de participation sera quand même raisonnable et pour mettre le gagnant confortable. D'accord. Merci à vous, ambassadeur Francis Gabriel Oké, ancien chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, ancien représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine. Vous avez été, faut-il le rappeler, pendant près d'une vingtaine d'années au cœur de l'organisation et de suivi des processus électoraux en Afrique de l'Ouest. Vous êtes actuellement conseiller principal Afrique du Centre européen pour l'appui électoral. Merci pour ce partage d'expérience. On va dire excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci.